Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire Simplicure qu'on présente aujourd'hui avec BeLife, sur le thème de la micronutrition et de la phytothérapie, une aide précieuse pour la santé hormonale de la femme. On est aujourd'hui accompagné par Laurence Lins. Bonjour Laurence. Bonjour Alice. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, d'abord, quelques petits rappels sur Big Marker. Donc, vous pouvez bien sûr tous nous poser vos questions dans les rubriques chat et Q&A, donc sur la droite de votre écran. Vous pouvez aussi répondre aux sondages qui seront partagés tout au long du webinar. Donc merci Laurence d'être avec nous aujourd'hui. Donc pour rappel, vous êtes directrice scientifique chez BeLife et docteur en sciences biochimiques ainsi que nutrithérapeute. C'est bien ça. Merci encore. Donc c'est Simplicure aujourd'hui qui offre ce webinaire. Pour rappel, Simplicure, c'est une plateforme qui vous permet, vous, professionnels de santé, d'effectuer vos recommandations de laboratoires favoris en un seul et même endroit. On en reparlera rapidement à la fin de ce webinaire avant de passer aux questions. Donc, on va laisser le webinaire commencer et on se retrouve d'ici quelques temps pour les questions. Que je vous retrouve pour ce nouveau webinaire consacré à une thématique qui touche de nombreuses femmes, celle de la ménopause. Dans quelques instants, nous allons accueillir Laurence Lins pour un exposé qui, comme à son habitude, se veut scientifique, mais également pratique pour vous offrir des solutions concrètes pour votre patientèle. Bon nombre d'entre vous connaissent notre directrice scientifique, mais pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Laurence Lins est docteur en sciences biochimiques. Elle a travaillé une vingtaine d'années au FNRS, donc dans la recherche, et elle est également diplômée du CERDEN avec une expérience en tant que nutrithérapeute, donc une expérience de terrain tout à fait complémentaire. Quelques petites informations techniques avant de débuter. Pour votre confort d'écoute, sachez que les micros sont automatiquement désactivés et vous disposez au sein de cette plateforme de différents espaces. Un onglet chat vous permet d'interagir avec notre équipe, mais également entre participants. Et un onglet questions vous permet de déposer toutes vos questions. Et évidemment, nous y reviendrons en fin d'exposé en compagnie de Laurence. Il est à présent temps de laisser la place à Laurence Lins. Je vous retrouve quant à moi avec beaucoup de plaisir pour la séance de questions-réponses en fin d'exposé et je vous souhaite une excellente écoute. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la santé hormonale de la femme et de la micronutrition et de la phytothérapie qui peuvent apporter une aide précieuse. Si l'on veut parler de la santé hormonale de la femme, nous devons revenir sur le cycle menstruel. Le cycle menstruel commence dans le cerveau et c'est l'hypothalamus et l'hypophyse qui vont donner un signal pour produire deux hormones importantes qui sont l'hormone qui stimule les follicules et l'hormone lutéinisante. Ces deux hormones vont à leur tour impliquer les ovaires pour produire des œstrogènes et la progestérone. Il faut savoir qu'au cours du cycle, on a d'abord une production plus importante d'œstrogènes jusqu'au moment de l'ovulation, donc c'est-à-dire à peu près le 14e jour, et ensuite la progestérone va être produite principalement par le corps jaune de l'ovule. La progestérone et les œstrogènes proviennent en fait du cholestérol. Ce cholestérol, qui est en fait stocké dans le foie, va être transporté aux différentes cellules, notamment au niveau des ovaires, par les LDL, donc ces fameuses particules qui contiennent soi-disant le mauvais cholestérol. Ce cholestérol est transformé en plusieurs étapes en progestérone, qui elle-même va être transformée en testostérone et puis en œstrogène. Comme vous le voyez sur le graphique, la progestérone est aussi le précurseur du cortisol et ça va être très important, notamment pour l'influence du stress sur la santé hormonale. Voyons maintenant un peu plus en détail les rôles des œstrogènes et de la progestérone. Les œstrogènes, ce sont les hormones qui vont donner les signes de féminité extérieure. Ils vont évidemment intervenir dans l'ovulation et dans la construction du nid pour accueillir le fœtus. Elles sont produites par les ovaires, mais aussi dans différents organes comme le tissu adipeux, les glandes surrénales et également le cerveau, mais évidemment en petite quantité.
Ces œstrogènes ont de nombreux rôles physiologiques, évidemment dans la reproduction, mais également pour notre santé cardiovasculaire, au niveau du foie, au niveau des muscles et des os, et également au niveau du cerveau, puisqu'on sait que les œstrogènes sont impliqués dans la mémoire, dans notre humeur via la synthèse de dopamine, mais interviennent également au niveau de la régulation de la température du corps et de notre libido. Nous parlons des œstrogènes parce qu'en fait, il en existe 3 types différents. Le type principal, c'est ce qu'on appelle l'œstradiol ou E2, qui est l'hormone qui est la plus courante chez la femme en âge de procréer. Nous avons également l'estriol, qui est appelé aussi E3, qui, elle, est l'hormone que l'on va retrouver pendant la grossesse. Et enfin, nous avons un troisième type, qui est l'œstrone ou E1, qui, elle, va être retrouvée plus particulièrement au moment de la ménopause et va être produite par le tissu adipeux et par les ovaires. La progestérone, quant à elle, est l'hormone de la femme enceinte, puisqu'elle va être produite par le corps jaune et par le placenta en cas de grossesse. C'est une hormone clé qui va nous aider à soulager l'anxiété, à mieux dormir et à faciliter les règles, ainsi que pour maintenir une grossesse saine. Il y a un organe qui est primordial pour maintenir notre équilibre hormonal, c'est le foie. En fait, il faut savoir que c'est un organe clé pour l'élimination des œstrogènes. Comme je vous l'ai dit, les œstrogènes sont produits principalement par les ovaires, mais également en petite quantité par les surrénales. Et puis, nous pouvons avoir des sources exogènes de ces œstrogènes, notamment en cas de prise de contraceptifs. Ces œstrogènes vont circuler dans la circulation sanguine et être distribués aux différents organes clés. Lorsqu'ils sont en excès, et donc à un moment ces œstrogènes doivent être éliminés, eh bien ils vont être dirigés vers le foie où ils vont subir toute une série de réactions chimiques pour permettre leur élimination via les fesses. Ces différentes étapes chimiques, c'est ce qu'on appelle les phases de détoxification du foie, qui se divisent en 2 phases importantes, sont vraiment primordiales pour que les œstrogènes et d'ailleurs de manière plus générale les toxines puissent être éliminées de notre corps. Voyons maintenant plus en détail comment fonctionne cette détox hépatique. Donc, je vous le disais, ça se passe en 2 phases. La première phase, en fait, les toxines et donc les œstrogènes également vont être fonctionnalisés, c'est-à-dire que l'on va leur rajouter un groupement chimique qui va en fait les rendre encore plus toxiques, si l'on veut. Donc ça, c'est une phase indispensable, c'est ce qu'on appelle une hydroxylation. Et donc, pour que ces molécules encore plus toxiques soient ensuite neutralisées, il y a cette deuxième phase, donc qui est une phase de conjugaison-neutralisation. Et donc, ça, c'est vraiment la phase primordiale dans la détoxification. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces molécules qui sont issues de la phase 1 vont être, dans un premier temps, méthylées, et ces molécules méthylées vont ensuite être conjuguées soit à des groupements sulfates, soit à des groupements glucunoridates. Donc, ces molécules-là et ces phases-là sont vraiment super importantes parce que ces molécules, une fois qu'elles ont subi la phase 2, sont neutralisées et vont pouvoir être éliminées via les urines ou via les fesses. Si l'on revient aux œstrogènes, donc à l'élimination des œstrogènes, eh bien, on va avoir différentes voies pour éliminer ces œstrogènes. D'une part, on a la voie qui va produire ce qu'on appelle des 2-OH œstrogènes et la voie qui produit des 4-OH œstrogènes. Ces molécules-là sont des molécules toxiques. Elles vont devoir donc être méthylées, comme je vous l'expliquais. Et donc, ce cycle de méthylation est vraiment super important. Ce cycle de méthylation implique différents acides aminés et vitamines qui vont ensuite permettre de neutraliser donc ces 2-OH œstrogènes ou ces 4-OH œstrogènes en des molécules qui sont non toxiques. Voyons maintenant un peu plus en détail ce cycle de méthylation ou homocystéine. Donc, ce cycle nécessite des acides aminés, comme je vous le disais, et 3 vitamines B importantes, que sont la vitamine B6, B9 et B12. Donc, la méthionine est en fait transformée en homocystéine par une méthylation qui, elle-même, homocystéine, va être transformée en glutathion via la vitamine B6. Elle va également être retransformée en méthionine grâce à la vitamine B9, donc au folate, et la vitamine B12. Il faut savoir que pour la vitamine B9 et la vitamine B12, ce sont les formes méthylées qui sont les formes actives dans ce cycle de méthylation.
Et donc, donc, vous connaissez l'homocystéine certainement, et donc l'homocystéine est en fait un marqueur de stress oxydant, puisque si l'on a de l'homocystéine dans notre organisme, ça veut dire que ce cycle de méthylation ne fonctionne pas bien. Donc, les vitamines B6, B9 et B12 sont vraiment fondamentales pour la fonctionnalisation de nos œstrogènes. Voyons maintenant un peu plus en détail l'équilibre œstrogène-progestérone tout au long de la vie de la femme. Donc, il faut savoir que la production d'œstrogène et de progestérone va dépendre de l'âge de la femme. Lorsque la femme est âgée entre 15 et 35 ans, eh bien, il y a un équilibre œstrogène-progestérone. Et donc, cet équilibre peut en fait être perturbé par notre mode de vie et notre environnement, et bien sûr notre terrain génétique, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Un des déséquilibres le plus notoire chez la femme qui est en âge de procréer, c'est ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Donc, le syndrome prémenstruel est en fait un inconfort qui a lieu dans la deuxième partie du cycle et est lié à un déséquilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Donc, il faut savoir que ce syndrome prémenstruel s'exprime par différents symptômes et que chaque femme va avoir des symptômes différents. Donc, on va avoir des symptômes plus physiques comme des douleurs au sein, des problèmes de digestion, on va avoir des envies de manger, donc des fringales, on peut avoir des problèmes d'acné, on peut avoir des problèmes de vertige, de migraine. Donc, il y a vraiment toute une série de symptômes physiques qui se manifestent lors du syndrome prémenstruel. On a également des symptômes psychologiques, donc on peut être plus anxieux, on peut mal dormir, on peut être très irritable, on peut au contraire être déprimé. Donc, ce sont vraiment des symptômes qui peuvent impacter sur notre vie de tous les jours. Et il faut savoir que la prévalence de ce syndrome prémenstruel est d'une femme sur deux, donc c'est vraiment important. Et parmi ces femmes, il y a 20 à 30% des femmes dont la vie sociale et affective est réellement impactée par le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel est en fait lié à un hyperœstrogénisme, c'est-à-dire que l'on a trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Donc, soit on a réellement trop d'œstrogène, donc on a une augmentation de la production d'œstrogène ou une diminution du catabolisme des œstrogènes par le foie. Donc, vous voyez pourquoi le foie est un organe vraiment important. Donc, les causes endogènes, c'est le fait qu'il y a une altération dans la production des hormones FSH et LH dont je vous ai parlé. Ou alors, il y a une altération donc, du métabolisme hépatique et notamment de la phase 2 qui permet de neutraliser et d'éliminer les œstrogènes. On peut aussi avoir une cause qui est liée au surpoids puisque je vous ai dit que le tissu adipeux est responsable de la synthèse d'œstrogènes. Il y a également des causes exogènes, notamment si on prend des contraceptifs, donc si on a un traitement hormonal, puisqu'on va prendre des œstrogènes par voie orale. Les perturbateurs endocriniens, et je vous en parlerai un peu plus tard, ont également un rôle important dans cet hyperœstrogénisme. Et évidemment, une alimentation déséquilibrée peut avoir un rôle dans une production trop importante d'œstrogènes. On a également ce qu'on appelle l'hyperœstrogénisme relatif, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on a une production d'œstrogène normale, mais une production de progestérone insuffisante. On a ici aussi des causes endogènes, donc on a par exemple des cycles anovulatoires, c'est-à-dire que l'on n'a pas de corps jaune. Or, c'est le corps jaune qui est responsable de la production principale de progestérone. On peut être en préménopause, et à nouveau, je vous en parlerai un peu plus tard. Et lorsque l'on souffre d'ovaires polykystiques, cela peut également influer sur la production de progestérone. On a également des causes exogènes, notamment des exercices physiques intenses et le stress ou le choc émotionnel, puisque je vous ai dit que le cortisol, en fait, provient de la progestérone. Donc, lorsque l'on est stressé, eh bien, on va diminuer la quantité de progestérone puisqu'on va produire du cortisol. Depuis quelques années, dans la littérature, on montre qu'il y a un lien entre le syndrome prémenstruel, un état inflammatoire et le stress oxydant. Alors, ce stress oxydant, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? En fait, l'oxydation est un processus chimique dans lequel une substance va perdre un électron lors d'une réaction avec une autre substance, et cette substance, c'est souvent l'oxygène. Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il faut savoir, en fait, donc, on a une molécule qui possède
un électron en plus et le fait de posséder un électron en plus va lui permettre d'oxyder d'autres molécules. Et donc, cette molécule ou cette substance qui a un électron en plus s'appelle un radical libre et en anglais, c'est Reactive Oxygen Species, donc ROS que vous verrez de temps en temps dans la littérature. Alors, que font ces molécules oxydantes, ces radicaux libres? Eh bien, je vous ai mis l'exemple d'une tomate. Donc, si vous avez une tomate et que vous la laissez à l'air, donc elle subit l'oxydation de l'oxygène dans l'air, eh bien, elle va se racrapoter. Donc, en fait, elle va peu à peu se déliquescer. Eh bien, pour les cellules, c'est exactement la même chose. Lorsque les cellules sont attaquées par des radicaux libres, eh bien, elles vont finir par mourir, elles vont se déliquescer. Et donc, cette déliquescence des cellules va évidemment perturber notre métabolisme, mais va aussi induire une inflammation. Et cette inflammation, à son tour, va promouvoir la production de radicaux libres et donc on est dans un cercle vicieux. Donc inflammation et stress oxydant sont toujours liés. Et il faut savoir aussi qu'il y a un lien entre donc stress oxydant ou oxydatif et inflammation et notre mode de vie et notre environnement. En effet, lorsque on vit dans un air pollué, lorsque l'on mange mal, donc lorsque l'on mange par exemple des plats friture ou des plats ultra transformés, eh bien notre air ou notre nourriture contient ces fameux radicaux libres. Il y a également, par exemple, le fait de fumer ou le fait d'être exposé à une radiation, que ce soit la radiation solaire ou des radiations différentes, des radiations ionisantes. Et donc, ce stress oxydant, finalement, est autour de nous. Et donc, comme je vous le disais, ça peut aussi venir de notre propre métabolisme, puisque lorsque on est en état inflammatoire, eh bien, on va également provoquer un stress oxydant. Il faut savoir aussi qu'il y a dans nos cellules des petites organelles qu'on appelle des mitochondries. Et ces mitochondries, si elles ne fonctionnent pas bien, sont une source importante de radicaux libres, donc de stress oxydant, donc d'inflammation. Donc vous voyez que stress oxydant, inflammation et environnement, mode de vie sont intimement liés. Dans la littérature scientifique récente, il est fait un lien très clair entre le syndrome prémenstruel, donc entre le déséquilibre hormonal et l'inflammation et le stress oxydant. Et donc, on peut vraiment se demander comment est-ce qu'on peut finalement agir sur notre environnement et sur notre mode de vie pour diminuer cet état inflammatoire et ce stress oxydant, pour avoir évidemment une influence sur notre équilibre hormonal. Je vous ai parlé de l'influence de notre mode de vie et de notre environnement pour la femme qui est en âge de procréer, mais nous avons également une autre période de vie où l'équilibre œstrogène-progestérone peut être perturbé, c'est évidemment au moment de la ménopause. Donc au moment de la ménopause, de manière naturelle, donc il faut savoir que la ménopause, c'est un état naturel, ce n'est pas un état de maladie. Lorsque nous sommes préménopausés ou ménopausés, nous ne sommes pas malades. Nous sommes dans une phase de changement. Et qu'est-ce qui change? Eh bien, en fait, nous allons avoir une diminution importante, une chute importante de la production de progestérone dans un premier temps, et puis d'œstrogène. Et donc, la ménopause, en fait, plutôt que de se dire que c'est un état où on est malade, eh bien, c'est en fait un état qui va nous permettre de révéler notre état métabolique. C'est-à-dire que si nous avons effectivement déjà un état inflammatoire qui est préexistant, eh bien, les symptômes de la préménopause ou de la ménopause peuvent être plus importants puisque notre organisme est déjà mis à mal au départ. Qu'arrive-t-il en fait au moment de la ménopause? On va pouvoir distinguer en fait 3 phases dans cette ménopause. La première phase, qu'on appelle la périménopause ou la préménopause, c'est en fait une période qui précède la ménopause d'environ 1 à 8 ans. Donc ça dépend de chaque femme. On va avoir pendant cette période une disparition graduelle de l'ovulation et cette disparition est en fait, ou cette disparition graduelle est en fait liée à une chute importante tout d'abord de la progestérone et une fluctuation de la production des œstrogènes. Et donc, l'équilibre œstrogène-progestérone est rompu et on va se retrouver, comme pour le syndrome prémenstruel, en hyperœstrogénisme. Arrive en fait à ce moment-là le moment de la ménopause. L'âge moyen de la ménopause dans les pays occidentaux est de l'ordre de 51 ans et la ménopause est en fait caractérisée par l'arrêt définitif des menstruations depuis au moins 1 an.
Et dans ce cas-là, nous avons une chute importante des œstrogènes. Ensuite vient la post-ménopause. Donc, c'est évidemment toujours l'arrêt définitif des menstruations. C'est caractérisé par un taux de progestérone et d'œstrogène faible. Et il faut savoir malgré tout que, comme je vous l'ai dit au départ, les glandes surrénales et le tissu adipeux sont encore capables de faire une petite production de progestérone et d'œstrogène. Pour le tissu adipeux, ce ne sont que des œstrogènes. Donc, vous voyez que si on est en surpoids, on risque à nouveau d'avoir trop d'œstrogènes. Donc, il faut qu'il y ait une balance. Quels sont les symptômes qui sont associés à la ménopause ou la périménopause? Donc, en périménopause ou en préménopause, nous avons tout d'abord une chute de la progestérone. La chute de la progestérone va en fait induire des problèmes au niveau émotionnel. Donc, on peut se sentir plus anxieux, plus dépressif. On peut aussi se sentir plus irritable, finalement, un petit peu comme dans le cas du syndrome prémenstruel. On peut également avoir des problèmes de sommeil, donc des problèmes d'endormissement, des problèmes de sécheresse vaginale, des problèmes d'allergie, des problèmes de transit intestinal, des problèmes de prise de poids. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir des problèmes au niveau de la thyroïde, et vous verrez, je vous en reparlerai après, la thyroïde est intimement liée aux symptômes de la ménopause. Lorsque on a le taux d'œstrogène qui chute, on va avoir en fait une augmentation de ces différents symptômes dont je viens de vous parler, puisque effectivement, lorsqu'on va avoir une chute d'œstrogène, on va également avoir des problèmes d'endormissement, on va avoir des problèmes de bouffées de chaleur, de sécheresse vaginale. Donc, dans les deux cas, on a aussi une diminution de la libido et on peut également avoir des cystites plus fréquentes. Un des symptômes principaux de la périménopause et de la ménopause, ce sont bien sûr les bouffées de chaleur qui peuvent impacter notre confort de vie. Donc, ces bouffées de chaleur sont en fait liées à un dérèglement de notre thermostat interne. Donc, il faut savoir que le thermostat interne, donc que la régulation de notre chaleur est liée à 3 systèmes, à une interconnexion assez complexe entre, d'une part, le système nerveux central, la vascularisation périphérique et les capteurs de la température au niveau du corps, par exemple la peau, les tissus profonds ou le système gastro-intestinal. Et donc, normalement, en fait, ces 3 systèmes communiquent et dès que l'on dépasse un certain seuil de température ou que l'on est en dessous d'un certain seuil de température, eh bien, notre système nerveux central va mettre en route les mécanismes nécessaires pour augmenter ou diminuer notre température. Alors, il se fait qu'au moment de la périménopause et de la ménopause, notamment liée à une diminution des œstrogènes, eh bien, cette communication va être perturbée. Donc, les 3 systèmes vont mal communiquer et en fait, la tranche de température où notre système nerveux central va donner des signaux de «Ah, il fait trop chaud», eh bien, va être diminuée. Donc, en fait, lorsqu'on a des bouffées de chaleur, ce n'est pas une vraie hypothermie. C'est simplement le fait que notre système réagit de trop. Et donc, lorsqu'il réagit de trop, donc à des variations de température faibles finalement, eh bien, c'est comme si on avait très froid. Donc, les bouffées de chaleur, ce n'est pas une vraie hyperthermie, mais bien un dérèglement de notre thermostat interne. Il y a un autre organe qui est impliqué de manière significative au niveau de la ménopause, mais en fait au niveau de notre état de santé tout au long de notre vie, c'est bien entendu le microbiote, je vous en parle à chaque fois. Et donc le microbiote est aussi impliqué finalement dans les symptômes de la ménopause. Il faut savoir qu'au moment de la ménopause, notre microbiote va perdre en diversification. Et il y a un autre effet, c'est le fait que la barrière intestinale devient plus perméable. Donc, il y a un risque de translocation bactérienne, c'est-à-dire que des bactéries peuvent pénétrer dans notre circulation sanguine et donc ça va augmenter notre état inflammatoire et créer une dysbiose. Et donc, ce lien entre ménopause et microbiote est largement étudié dans la littérature scientifique. Donc ici, je vous fais part d'un article très récent de 2022. Donc, il faut savoir évidemment que notre microbiote, que l'état de santé de notre microbiote va être important pour la manière dont on va vivre cette période de périménopause et de ménopause. Et donc, à nouveau, on revient sur ces problèmes d'inflammation et de stress oxydant. Donc, l'inflammation, le stress oxydant,
ce sont vraiment 2 états qui vont perturber cet équilibre hormonal et donc les inconforts qui, sont liés à cette perturbation. Il y a un autre lien qui est fait depuis, quelques années, dans la littérature scientifique, c'est, la santé thyroïdienne, donc la thyroïde et les symptômes de la ménopause. Il faut savoir qu'il y a un lien qui est établi, donc ça depuis, le début des années 2000, entre les œstrogènes et le fonctionnement de la thyroïde. Donc il y a par exemple un article de 2007, qui, montre ce lien et notamment par le fait qu'il y a des récepteurs aux œstrogènes pardon, sur le tissu thyroïdien. Donc il y a un lien déjà intime entre les œstrogènes et le fonctionnement de la thyroïde. Et il faut savoir que, les symptômes d'un dysfonctionnement de la thyroïde sont en fait très proches finalement, des symptômes de la préménopause ou de la ménopause. On peut également, par exemple, avoir, une prise de poids, on peut, avoir, des migraines, on peut avoir, une dysbiose. Donc il y a en fait, lorsque la thyroïde dysfonctionne, on peut avoir des symptômes plus importants au moment de la périménopause et de la, ménopause, mais la ménopause et la périménopause ont également une influence sur, le fonctionnement de notre thyroïde. Donc la thyroïde est un organe qu'il faut absolument, surveiller, lorsque l'on est en période de, périménopause ou ménopause. Il y a, des molécules de notre environnement qui ont une influence énorme sur le fonctionnement de la thyroïde. Ce sont les fameux perturbateurs endocriniens que l'on va retrouver, partout autour de nous. Et donc dans la littérature scientifique récente, à nouveau, il y a, vraiment un lien, très clair qui est établi entre un dysfonctionnement de la thyroïde et l'exposition, à ces perturbateurs endocriniens qui ont vraiment des effets absolument délétères sur notre santé. Il faut savoir que ces perturbateurs endocriniens vont perturber la thyroïde, mais vont aussi induire un stress oxydant et une inflammation. Donc on revient toujours à la même chose, stress oxydant et inflammation sont vraiment au cœur des dysfonctionnements. Et si l'on revient un peu plus, dans le sujet de la ménopause, eh bien, il faut savoir qu'il y a des perturbateurs endocriniens particuliers qui sont ce qu'on appelle les dérivés halogénés, donc à savoir le brome, les dérivés chlorés et le fluor, qui vont avoir, un effet tout particulier, sur, notre thyroïde puisqu'ils vont directement impacter, la synthèse des hormones, thyroïdiennes. Donc par exemple, le brome que l'on va retrouver dans les retardateurs de flamme ou dans certaines peintures ou le fluor qu'on retrouve un peu partout dans les dentifrices, dans les plastiques et dans les pesticides, eh bien, ces, éléments extérieurs vont vraiment impacter de manière, importante le fonctionnement de notre thyroïde. Alors, je vous parle de tous les problèmes, de tous ces dysfonctionnements, de ces déséquilibres. Alors, que peut-on faire dans notre vie de tous les jours, pour récupérer un équilibre ou pour garder un équilibre hormonal et donc avoir une santé hormonale optimale? Eh bien, vous voyez que notre environnement et notre mode de vie ont vraiment des rôles fondamentaux. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va soutenir la détox hépatique. Donc, notre foie est vraiment au cœur de notre santé hormonale. Pourquoi? Parce que si on a un foie en bonne santé, eh bien, on va éviter d'avoir trop d'œstrogènes et puis on va aussi éliminer plus facilement ces perturbateurs endocriniens dont je viens de vous parler. Donc ça fait partie de l'hygiène de vie, de notre alimentation. Il faut également, diminuer l'inflammation et le stress oxydant, je pense que vous l'avez bien compris. Et donc là, on a un levier d'action, notamment via notre alimentation. Donc l'alimentation est quand même au cœur de cet équilibre hormonal. Il faut également souligner que l'exercice physique modéré est vraiment recommandé puisqu'il va, nous permettre d'avoir un foie en meilleure santé, d'avoir un métabolisme de base qui n'est pas enflammé. Et puis, il y a toutes les techniques qui vont diminuer le stress parce que je pense que vous avez bien compris que le stress, évidemment, a aussi des effets délétères sur notre équilibre hormonal. Donc, on peut penser à la méditation, au yoga, à la pleine conscience et puis aussi adopter un mode de vie qui est moins stressant. Donc, il faut vraiment ne pas sous-estimer le rôle de ce stress sur notre métabolisme de base et bien entendu sur notre santé hormonale. Comme je vous le disais, la nutrition a vraiment un rôle
fondamentale pour notre équilibre hormonal. Et je reviens toujours à la même chose, c'est le fameux régime méditerranéen qui va être source d'antioxydants et va permettre donc de diminuer l'état inflammatoire et le stress oxydant au niveau de notre organisme. Alors les antioxydants, on va les retrouver dans les légumes et les fruits colorés, on va les retrouver dans des épices qui sont comme le curcuma, le gingembre, le cumin, etc., sont riches d'antioxydants, donc de flavonoïdes. On a également tout ce qui est noix, donc les oléagineux, qui sont riches en oméga 3. Les oméga 3, ce sont des molécules anti-inflammatoires que l'on va retrouver bien sûr aussi dans des produits animaux comme les poissons gras ou dans des huiles végétales comme le colza, l'huile de noix ou l'huile de chanvre. On a également l'huile d'olive qui est très intéressante, huile d'olive première pression à froid, dans lequel on va retrouver des polyphénols antioxydants puissants. Si l'on regarde un peu plus en particulier la ménopause, donc les conseils de la diète méditerranéenne restent bien sûr d'actualité, mais il y a une petite différence, c'est-à-dire que lorsque les œstrogènes et la progestérone chutent, en fait, on va diminuer ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. C'est quoi la flexibilité métabolique? Eh bien, c'est le fait de pouvoir utiliser soit les glucides, soit les lipides comme source d'énergie pour nos cellules. Donc, lorsque l'on utilise les glucides, eh bien, on va avoir un pic d'insuline et ce pic d'insuline va permettre d'utiliser le glucose au niveau cellulaire comme source d'énergie. Mais s'il n'y a pas de glucides, eh bien, notre organisme est tout à fait capable d'aller chercher cette source d'énergie dans les lipides, donc dans le gras, donc généralement la graisse que l'on a accumulée. Et donc, si la flexibilité métabolique fonctionne moins bien, eh bien, on va avoir une accumulation de graisse plus importante. Et c'est effectivement en lien avec le fait qu'à la ménopause, on peut avoir tendance à accumuler de la graisse, notamment au niveau abdominal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est évidemment consommer des bonnes graisses et pas consommer des acides gras, par exemple des acides gras saturés ou des acides gras transformés, donc dans la nourriture, dans l'alimentation transformée, ultra transformée, industrielle. Donc ça, c'est une première chose importante. C'est plus important à ce moment-là qu'à d'autres périodes de la vie. Alors, il faut savoir que dans la diète méditerranéenne, on va avoir des vitamines et des minéraux qui vont être vraiment intéressants au moment de la ménopause. Par exemple, le bêta-carotène, donc le précurseur de la vitamine A, va favoriser la formation osseuse. Or, on sait qu'au moment de la ménopause, eh bien, on peut avoir des problèmes d'ostéoporose qui peuvent apparaître. Donc, avoir suffisamment de vitamines et de minéraux, c'est hyper important. On sait aussi que le calcium et le magnésium, bien entendu, vont avoir une influence sur notre santé osseuse et musculaire, parce qu'à la ménopause, on perd aussi du muscle, puisque les œstrogènes sont impliqués dans le maintien de nos muscles et de nos os. Et donc, dans la diète méditerranéenne, si on a cette nourriture diversifiée, on va pouvoir trouver du calcium et du magnésium qui vont permettre de maintenir nos muscles et nos os. Pour la ménopause, il y a également une autre classe de molécules qui est particulièrement intéressante et dont on parle pas mal, ce sont les phytoœstrogènes, c'est-à-dire que ce sont des molécules que l'on va retrouver dans quasi toutes les plantes et qui ressemblent aux œstrogènes, mais qui permettent de moduler en fait l'activité des œstrogènes. Donc ça, on va pouvoir les retrouver dans les graines de lin, dans la sauge que l'on va consommer par exemple en infusion, dans le trèfle rouge. Et donc le trèfle rouge, une manière facile de le consommer, c'est via les graines germées. Donc tous ces, dans le soja aussi également. Donc toutes ces plantes contiennent des phytoœstrogènes. Il faut savoir que les phytoœstrogènes, actuellement dans la littérature scientifique, on conseille de les prendre via l'alimentation et pas spécialement via une complémentation. Pourquoi? Parce que c'est la dose qui va faire l'effet. Comme ce sont des phytoœstrogènes, donc il y a bien le mot œstrogène dans phytoœstrogène, donc si l'on en consomme de trop, eh bien on peut aussi avoir des effets négatifs, surtout en cas d'antécédent de cancer du sein, donc que ce soit personnellement ou au niveau familial. Donc les phytoœstrogènes sont recommandés dans l'alimentation, mais au niveau des compléments alimentaires, il faut avoir l'avis d'un thérapeute ou d'un médecin pour en consommer.
Il y a également des plantes en phytothérapie qui peuvent être très intéressantes pour soutenir notre santé hormonale. Nous avons des plantes qui, d'une part, peuvent soutenir justement l'équilibre œstrogène-progestérone, d'autres plantes qui vont soutenir notre santé hépatique. Et donc, je pense que vous avez bien compris que le foie est un organe fondamental pour l'équilibre hormonal. Et nous avons également des plantes qui nous permettent de gérer le stress et donc la production de cortisol. Pour l'équilibre œstrogène-progestérone, une des plantes qui est reconnue dans la pharmacopée traditionnelle, c'est le gâtillier ou Vitex agnus castus. C'est une plante qui est particulièrement recommandée pour le syndrome prémenstruel. Il aide également au niveau de problèmes de fertilité. Et en fait, la manière dont il va agir, c'est qu'il contient des composés dopaminergiques qui vont diminuer d'une part les mastalgies, donc les douleurs au niveau des seins, mais qui vont également pouvoir rééquilibrer le taux d'œstrogène et de progestérone. Et donc, c'est une plante qui est largement étudiée dans la littérature scientifique et dont les effets bénéfiques sont avérés. Une autre plante qui est vraiment très intéressante, et là plus particulièrement dans le cadre de la ménopause et des bouffées de chaleur, c'est l'Actea grac ou Simicifuga racemosa. Donc cette plante est vraiment une des plantes dont l'activité sur les symptômes de la ménopause sont avérées. Donc c'est décrit dans la littérature, c'est admis par l'Agence des médicaments européens. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ne contient pas de phytoœstrogènes, mais a malgré tout des effets sur les bouffées de chaleur, a des effets sur notre santé osseuse. Et donc c'est vraiment une plante qui est recommandée en cas, donc lorsqu'on arrive au moment de la périménopause et de la préménopause. Et donc, cette absence de phytoœstrogène est vraiment très intéressante. Et il faut savoir aussi que les doses actives sont faibles, puisque 30 mg d'extrait de cette plante a déjà montré des activités tout à fait positives. En ce qui concerne la santé hépatique, donc le soutien à la détox du foie, il y a une plante qui est bien connue pour cela, c'est le brocoli, et particulièrement deux molécules que l'on va retrouver dans le brocoli, c'est la glucoraphanine et le sulforaphane. Donc ces deux molécules sont des molécules phytochimiques soufrées qui appartiennent à la classe des isothiocyanates. La glucoraphanine est en fait le précurseur du sulforaphane et est plus stable que le sulforaphane, d'où son intérêt en phytothérapie. Alors, quels sont les effets du sulforaphane? Donc, c'est une molécule qui, pour le moment, est extrêmement étudiée dans la littérature scientifique parce qu'elle a vraiment des effets bénéfiques sur la santé. Elle va notamment augmenter la synthèse du glutathion, qui est l'antioxydant le plus puissant de notre organisme. Elle va activer les enzymes de la phase 2 de la détox du foie, et donc cette phase 2 est hyper importante puisque c'est la phase qui va neutraliser les molécules qui sont produites par la phase 1. Donc, elle a forcément des activités antioxydantes. Et il y a, bon, ça sort un peu du cadre de la santé hormonale, mais dans la littérature scientifique, on suggère également qu'elle a des effets anticancérogènes. Une autre plante issue de la pharmacopée européenne traditionnelle est vraiment intéressante pour la santé hormonale et notamment pour la période périménopause-ménopause. C'est l'achillée millefeuille. Donc l'achillée millefeuille, c'est une plante qui a plusieurs vertus, et une de ces vertus, c'est de pouvoir réguler le cycle menstruel de la femme. Donc ça veut dire que ça peut être utile au moment de la périménopause ou de la ménopause, mais également en cas de dysménorrhée, c'est-à-dire en cas de règles trop abondantes. Et donc, c'est vraiment une plante qui est reconnue dans la pharmacopée traditionnelle. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, elle contient des flavonoïdes qui vont agir comme régulateurs hormonaux, mais elle a également une action sur le foie. Donc, elle va soutenir la santé hépatique et donc va permettre de pouvoir éliminer les œstrogènes. En ce qui concerne les plantes qui permettent de diminuer la production de cortisol, notre plante reine, c'est l'ashwagandha. Donc l'ashwagandha, c'est une plante ayurvédique qui est dite adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va soutenir notre métabolisme de façon générale. Donc elle va aider notre organisme à lutter contre le stress et à s'adapter à différentes situations dans notre vie. Et donc,
Elle est vraiment reconnue pour agir au niveau des surrénales et diminuer la production de cortisol. Et donc, elle va donc, grâce à ça, diminuer le stress et l'anxiété, faciliter le sommeil et les troubles d'insomnie. Elle va avoir également une activité ou un effet sur la fertilité et par-dessus tout, elle a une activité anti-inflammatoire et donc on revient toujours à cet état inflammatoire qu'il faut combattre. Sur base de tout ce que je vous ai dit, quelles sont finalement les solutions que BeLife peut apporter en supplémentation? Tout d'abord, pour le syndrome prémenstruel, nous avons un produit tout à fait intéressant qui s'appelle Phytocycle, qui va permettre en fait de diminuer tous les symptômes du syndrome prémenstruel. Ce complément alimentaire contient en fait 3 plantes à l'efficacité prouvée. Donc nous avons d'une part le gâtillier, le brocoli et l'ashwagandha. Donc nous avons une plante qui joue sur l'équilibre œstrogène-progestérone et qui va diminuer les symptômes liés à l'excès d'œstrogène. Nous avons le brocoli qui est titré en glucoraphanine, qui va permettre de soutenir la phase détox du foie. Et enfin, l'ashwagandha qui, lui, va diminuer les taux de cortisol, donc jouer sur le stress, l'anxiété et le sommeil. Nous avons également dans ce produit des vitamines et du magnésium dont l'efficacité a été prouvée pour améliorer la santé hormonale de la femme, notamment la vitamine E, la vitamine B1 et la vitamine B6, et surtout du magnésium qui est absolument indispensable lorsque l'on souffre de syndrome prémenstruel. Nous avons la forme de magnésium que nous avons dans ce complément alimentaire et de l'acétyltaurinate de magnésium. L'acétyltaurinate de magnésium, c'est ce qu'on appelle le brain magnésium, donc c'est le magnésium qui va agir au niveau du cerveau. Et une étude clinique très récente, donc de 2021, a montré que l'acétyltaurinate de magnésium tout seul, à une dose de 750 mg, peut diminuer 20 symptômes du syndrome prémenstruel. Et donc ici, dans notre complément alimentaire, nous avons non seulement 800 mg d'acétyltaurinate de magnésium, mais les 3 plantes et les vitamines qui vont soutenir la santé hormonale de la femme. Pour résumer, Phytocycle, donc qui est un produit pour soulager les désagréments menstruels. Donc nous avons 3 plantes qui agissent sur l'équilibre hormonal de la femme. Nous avons de l'acétyltaurinate qui va diminuer 20 symptômes du syndrome prémenstruel. Et nous avons également une synergie de vitamines qui ont un effet reconnu sur la santé gynécologique. Nous recommandons une posologie de 2 gélules par jour, une gélule le matin et une gélule le soir, dans la deuxième partie du cycle, sauf si évidemment vous avez un cycle complètement irrégulier. Dans ce cas-là, Phytocycle peut se prendre tout au long du cycle. Pour le magnésium, nous avons également notre magnésium Quattro 900, donc qui est donc notre star, qui est une synergie de 3 sels de magnésium hautement biodisponibles, dont l'acétyltaurinate de magnésium. Et nous avons également la vitamine B6 qui va agir sur l'équilibre hormonal de la femme et le système nerveux central. Donc, il a des effets sur le stress, sur les migraines et sur l'énergie. En ce qui concerne les oméga-3, donc nous avons des oméga-3 soit d'origine marine, soit d'origine végétale. Et donc l'huile de périlla, donc de shiso, est une huile qui contient un taux significatif d'oméga-3. Donc c'est une huile évidemment bio qui est pressée à froid et nous recommandons 1 à 2 capsules huileuses le soir ou le matin d'ailleurs avec un repas. Donc, c'est une huile qui est vraiment très intéressante si l'on ne veut pas prendre des oméga-3 de poisson. Et donc, nous avons bien entendu les oméga-3 issus de poissons, de petits poissons, donc principalement d'anchois et de sardines, issus également de la pêche contrôlée. Nous avons par capsule huileuse 210 mg de PA et 140 mg de DHA. Et les oméga-3 sont bien entendu bien connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Nous recommandons 1 à 2 capsules huileuses par jour. Nous allons bientôt avoir un complexe pour la ménopause qui va s'appeler Ménocomplexe et qui est à la fois donc qui est une synergie de plantes, de vitamines et de minéraux. Comme je vous l'ai dit, Ménocomplexe est une synergie de 4 plantes qui vont agir sur les bouffées de chaleur, sur la détox du foie, sur la production de cholestérol. Donc c'est l'ashwagandha, l'achillée millefeuille, le brocoli et l'acté à grappe.
Nous avons également une synergie de vitamines antioxydantes comme la vitamine E, la vitamine C et le sélénium, auquel on a adjoint le méthylsulfonine méthane qui augmente en fait la synthèse de glutathion. Nous avons également les vitamines B6, B9 et B12 qui soutiennent le cycle de méthylation. Et puis, je vous ai dit que la santé de la thyroïde est effectivement importante pour pouvoir diminuer les symptômes de la préménopause ou de la ménopause. Et donc, nous avons ajouté de l'iode pour soutenir cette fonction thyroïdienne. Et donc, ça, c'est tout à fait original pour un produit qui aide à se sentir mieux au moment de la ménopause. Pour soutenir notre santé osseuse, nous avons une association de vitamines K2 et D3. Donc, la vitamine D3 est de source naturelle. Donc, elle est issue de la lanoline de mouton. Elle est dosée à 1000 UI par gélule. Nous avons la vitamine K2 qui est obtenue par fermentation et qui est la forme MK7, donc qui est hautement assimilable. Et donc, on sait que les vitamines K2 et D3 vont agir en synergie, notamment au niveau du métabolisme du calcium et donc au niveau du métabolisme osseux. Nous recommandons une gélule par jour le soir avec un repas. Et pour les personnes qui désirent prendre également du calcium, nous avons la même formulation, donc K2D3, auquel nous avons ajouté du pidolate de calcium, qui est une forme hautement assimilable de calcium. Et là, nous recommandons 2 à 4 gélules par jour à répartir sur 2 repas. Enfin, je vous ai parlé du microbiote et de l'équilibre du microbiote qui est important au moment de la ménopause. Et donc, on peut avoir une diversité microbienne qui est un peu moins importante. Donc, il est important de soutenir notre microbiote et particulièrement notre microbiote vaginal. Et donc, nous allons avoir prochainement une synergie de 3 souches qui va s'appeler Floraline, ces 3 souches donc ont des activités prouvées scientifiquement. Elles peuvent coloniser la flore vaginale et elles peuvent entrer en compétition avec 3 bactéries qui peuvent créer une dysbiose, qui sont Candida albicans, Escherichia coli et Gardnerella. Et donc, ça va permettre de diminuer notamment la fréquence des vaginites. Et donc, nous recommandons une gélule par jour, 15 minutes avant le repas. Je vous disais que ce complexe de 3 souches bactériennes était soutenu par des études scientifiques. Et donc, effectivement, il y a des études scientifiques qui montrent d'une part que ces 3 souches sont capables de coloniser la flore vaginale, qu'elles sont capables de rentrer en compétition avec Candida, Escherichia coli et Gardnerella. Et donc, il y a des données scientifiques solides par rapport à ça. Et donc, très récemment, donc en 2024, ça ne peut pas être plus récent que ça, ces 3 souches ont montré vraiment une diminution ou une amélioration de la flore vaginale chez les femmes qui sont post-ménopausées. Donc, il s'agit d'une étude clinique placebo double aveugle. Et donc, c'est vraiment une synergie qui est recommandée finalement tout au long de la vie de la femme. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. Merci beaucoup, merci Laurence pour cette belle présentation qui j'espère vous aura beaucoup plu. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions, donc on va prendre le temps d'y répondre juste après. Je vous propose avant ça de faire une rapide présentation de la plateforme SimpliCure pour que vous puissiez voir comment en tant que professionnel de santé elle peut vous être utile. Donc pour cela, je vais rapidement vous partager mon écran, comme ça on pourra découvrir ensemble comment ça fonctionne. Donc sur SimpliCure, c'est assez simple. Une fois que vous avez créé votre compte, il suffit d'y accéder. Et donc, vous pouvez retrouver notamment tous les webinars. Donc, prochainement, le webinar de Laurence avec BeLife qui s'affichera juste ici. Vous pouvez également vous inscrire pour les prochains webinars. Ce qui est la fonctionnalité principale de SimpliCure, c'est de créer une recommandation. Et donc, sur chaque recommandation, vous pouvez ajouter les produits de votre choix qui se retrouvent dans notre catalogue, et notamment les produits BeLife, donc que vous pouvez retrouver facilement en utilisant nos filtres.
Donc là, on retrouve tous les produits toute la gamme BeLife, dont certains produits dont nous a parlé Laurence. Donc après, il vous suffit d'ajouter les produits de votre choix, je vais en prendre 2, à votre recommandation. Bien sûr, quand vous cliquez sur les produits, vous avez également le détail avec toutes les informations, que ce soit la posologie, la formulation, etc. Et lorsque vous retournez à votre recommandation, rien de plus simple, vous pouvez modifier les instructions de prise et également ajouter un client. Donc c'est tout simple. Moi, si je prends un test, il vous suffit de l'ajouter. Vous pouvez également bénéficier d'une réduction qui par défaut est de 10% que vous pouvez répartir donc entre vous et votre client. Donc par exemple, je peux choisir d'accorder 7% de réduction à mon client et moi prendre 3% de commission. Il vous suffit ensuite d'enregistrer, puis d'envoyer à votre client. Rien de plus simple. Et après, pour votre client, il reçoit tous les produits en un seul colis, même s'il y a plusieurs laboratoires. Ça vous permet donc de fidéliser vos clients et aussi de gagner du temps dans vos recommandations. Hop. Pour revenir au slide, donc c'est exactement ce que je vous disais donc sur Simplicure. Pour rappel, aujourd'hui, on a plus de 100 laboratoires référencés, et donc ce qui équivaut à 2000 produits. Et donc, comme je vous le disais, voilà, l'idée pour chez Simplicure, c'est de vous permettre de gagner du temps, de fidéliser vos clients et aussi de bénéficier d'avantages, comme je vous en parlais avec les réductions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Simplicure. Nous, on est là pour vous aider à mettre en place la plateforme et à répondre à toutes vos questions. Également, on a donc les prochains webinaires qui arrivent ce jeudi sur la maladie de Lyme. Donc exceptionnellement, ils auront lieu à 19h et 20h. N'hésitez pas à vous inscrire également. On va pouvoir donc passer aux questions, Laurence. Tout à fait. Hop, je ne sais pas s'il y en a quelques-unes auxquelles vous vouliez répondre en premier. Je les ai regardées comme ça, donc je vous propose de me les proposer dans l'ordre qui vous plaît le mieux. J'ai juste une petite chose à ajouter. Ouais, Donc, les allez-y. produits Ménocomplex et Floraline seront disponibles en pharmacie ou online ou chez vous à partir du 15 septembre. Voilà, donc comme ça, vous savez, il est en stock chez nous, mais pas encore distribué chez nos clients. Mais voilà, il sera bientôt prêt. Super, bah merci beaucoup pour cette petite précision. Donc sur les questions, alors on va commencer. Que pensez-vous de la pilule progestative, notamment du point de vue hormonal? Alors, je ne suis pas médecin, donc je n'ai qu'un avis de nutritionniste. Alors, évidemment, ça a moins d'effets secondaires. En tout cas, on prend moins d'œstrogène, donc on n'a pas un risque d'être en excès d'œstrogène, sauf si, évidemment, à la base, on est déjà dans un déséquilibre œstrogène-progestérone. Et donc là, en fait, on résout une partie du problème, donc on augmente la progestérone, mais si on est en excès d'œstrogène, et notamment si on a une détox hépatique qui ne fonctionne pas bien, quelque part, on va rester sur un excès œstrogène. Donc, moi, je dirais simplement que dans ce cas-là, il faut faire doser ses œstrogènes, voir si on n'est pas en excès et pouvoir travailler sur la détox hépatique notamment. Donc, il faut, voilà, comme toute pilule contraceptive, elle a quand même des effets secondaires qui peuvent être liés à trop de progestérone. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des migraines, qu'on peut être irritable, qu'on peut avoir de l'acné, qu'on peut avoir une prise de poids. Donc, ça, encore une fois, je pense qu'un médecin est mieux placé que moi pour le recommander ou non. Mais en tout cas, moi, je dirais, quelle que soit la pilule qu'on prend, il faut bien travailler sur sa détox hépatique et donc soit par une complémentation, soit déjà en changeant son alimentation. Donc ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Sur les questions suivantes, il y avait plusieurs questions qui sont sur le cancer du sein. Donc on avait notamment sur quelle crème pour sécheresse de la peau. On avait sur le lin.
Et qu'est-ce qu'il y a? J'en ai Oui. vu une autre passer. Je ne sais pas si vous pouvez répondre en Oui, une ben seule voilà. fois. Alors, j'ai noté. Alors, donc déjà quand on a un cancer du sein, on ne fait aucune supplémentation sans l'accord de l'oncologue et donc sans un avis d'un médecin nutritionniste. Donc ça, c'est vraiment chaque cas est en particulier. Et puis, ben voilà, les compléments alimentaires, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Donc, il faut absolument avoir un avis médical quand on a un cancer du sein pour se supplémenter. On ne fait pas ça tout seul dans son coin ou en regardant ce qu'on prend sur Internet. Donc, ça, c'est la première chose qui est vraiment hyper importante. Alors, au niveau de tout ce qui est sécheresse vaginale, etc., donc ça vaut à cancer du sein ou pas cancer du sein. Moi, voilà, il peut y avoir des craintes, mais bon, moi, je suis plutôt spécialiste des compléments alimentaires, par voie orale. Il faut savoir que quand on prend des huiles végétales, par exemple, par voie orale, c'est beaucoup plus efficace que une crème que l'on va se mettre sur la peau, sur les muqueuses. Donc, pour ça, moi, je recommande plutôt l'huile de bourrache ou l'huile d'onagre et les oméga-7 plutôt en voie orale que dans une crème. Il y a aussi, on peut jouer pour la sécheresse vaginale, on peut jouer sur le microbiote vaginal. Donc ça, par exemple, notre produit Floraline peut aider aussi à rééquilibrer la flore vaginale et donc à rendre la muqueuse plus optimale. Donc voilà, donc ça c'est mon avis. Alors il y avait une question aussi, j'ai noté sur la glutamine. Là, c'est vraiment important. La glutamine, on ne la prend pas, sauf si c'est un médecin qui vous la recommande en cas de cancer du sein, parce que la glutamine, oui, peut effectivement jouer sur la muqueuse intestinale, mais on sait que la glutamine peut aussi promouvoir la prolifération des cellules cancéreuses. Donc là, à nouveau, prudence. Alors, je ne sais pas s'il y en avait d'autres encore. Il y avait il y avait une autre question sur les anti-aromatases. Donc, lorsqu'on utilise des anti-aromatases, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Donc, les anti-aromatases vont, dans le cadre du cancer du sein, diminuer la production endogène d'œstrogène. Donc, alors, les compléments alimentaires qu'on peut prendre, donc à nouveau avec un conseil médical, c'est plutôt pour diminuer les effets secondaires de ces anti-aromatases. Donc apparemment, ces anti-aromatases provoquent des douleurs musculaires ou articulaires et peuvent diminuer la densité osseuse puisque c'est le rôle des œstrogènes, donc de maintenir les muscles et la densité osseuse. Donc là, on peut recommander tout ce qui va soutenir la santé osseuse et articulaire, donc magnésium, calcium, vitamine D, vitamine K, également du curcuma ou des oméga-3 si on est en état inflammatoire. Mais encore une fois, curcuma et oméga-3, quand on a un cancer, ça ne se prend pas à la légère et il faut un conseil médical. Voilà, donc je suis extrêmement prudente lorsqu'on parle de complémentation en cas de cancer. Parfait, merci beaucoup. Sur les questions suivantes, on avait le gâtillier agit-il sur l'hyperprolactinémie? Oui, tout à fait. Donc, ça diminue la prolactine. C'est un de ses effets les plus connus. Ok. On a aussi une question. Donc, est-ce qu'on peut utiliser le mémocomplexe sur les bouffées de chaleur pour hommes? Pourquoi pas? Il n'y a rien qui l'interdit. Oui, en tout cas, voilà. Maintenant, il faut voir quelle est la cause de ces bouffées de chaleur. Encore une fois, si c'est le foie, les bouffées de chaleur chez l'homme, ça va plutôt être, en tout cas de ce que je connais, un problème plutôt hépatique. Donc à ce moment-là, des plantes comme parce que l'actéagraphe va jouer sur les bouffées de chaleur, mais va jouer alors, c'est pas exactement connu, le mécanisme moléculaire n'est pas exactement connu. Donc j'ai dit oui, mais en fait je modulerai un petit peu ma réponse. Et donc j'irai plus sur des produits type détox hépatique ou peut-être leur thyroïde aussi, puisqu'on sait que la thyroïde, quand elle dysfonctionne, va provoquer des bouffées de chaleur. Donc voilà. Donc c'est pas un produit en tout cas qui a été conçu pour ce problème-là en particulier. Ok, super. Une autre question, y a-t-il des plantes spécifiques pour les femmes qui sont sous contraception pour rééquilibrer la balance œstrogène-progestérone et faciliter donc l'élimination des œstrogènes? Alors, le brocoli, par exemple. Donc, ça, on peut aussi,
une des manières de faire, c'est de faire doser les œstrogènes et voir effectivement si on est en déséquilibre. Donc, surtout quand on prend une pilule contraceptive qui contient des œstrogènes. Donc, mais de toute façon, même si on prend la pilule, c'est toujours une bonne idée de travailler sur la détox du foie et le cycle de méthylation. Donc, brocoli, B6, B9, B12, ce sont des complémentations qui peuvent être intéressantes. Brocoli en alimentation, via l'alimentation, bien sûr aussi. Ok. Il y a deux questions qui sont en lien. Bon, on en a peut-être déjà répondu rapidement avant, mais sur les cancers hormonodépendants. Est-ce qu'on peut utiliser le ménocomplexe en cas d'antécédent? Alors oui, puisque c'est un produit qui est conçu sans phytoœstrogène. Et j'avais vu une question aussi, comme quoi l'actéagrappe contiendrait des isoflavones. En fait, ça, c'est une publication d'il y a 10 ans. Il y a une seule publication qui a montré qu'il y avait des phytoœstrogènes dans l'actéagrappe depuis lors. Et donc, moi, je me suis basée sur la littérature la plus récente possible, donc des articles de 2022 et 2023, notamment une des publications que j'ai montrées dans la présentation. Et donc là, clairement, il n'y a pas de phytoœstrogène détectable dans l'actéagrappe. Donc l'actéagrappe, qu'on va retrouver donc dans le ménocomplexe, peut être pris en cas d'antécédent de cancer du sein. Alors quand on souffre du cancer du sein pendant sa ménopause, de nouveau, on ne prend pas de complément sans l'avis de l'oncologue ou sans un avis médical. Mais oui, ce produit a vraiment été conçu pour ça, pour que les femmes ne se posent pas la question de se dire « Ah, merde, ma grand-mère a eu un cancer du sein. Enfin voilà, il y a des risques pour moi plus importants. » Donc, ce produit ne contient pas de phytoœstrogène. Très bien. Une autre question sur les bouffées de chaleur. Est-ce que vous recommandez la réduction des excitants comme le café, le thé, l'alcool, en plus des solutions dont vous avez déjà parlé? Ben oui, parce que forcément, ces excitants ont un effet au niveau du foie, et donc voilà, donc ça peut effectivement être une bonne solution. Et puis, en effet aussi au niveau de la production de cortisol, donc au niveau du stress que ça peut générer. Donc c'est effectivement une bonne idée de diminuer les excitants, très clairement, l'alcool principalement. En effet. Aux nouvelles questions, pourquoi le curcuma et les oméga 3 sont-ils déconseillés en cas de cancer? Alors, notamment parce que quand on subit une chimiothérapie, en fait, on va créer des molécules oxydatives qui vont attaquer les cellules cancéreuses. Et donc, si on prend le curcuma et les oméga 3 à une mauvaise période, donc par rapport à la chimio, par exemple, eh bien, ça peut diminuer les effets du traitement. Donc, encore une fois, ce que je dis ici, moi, je ne veux pas donner de conseils précis par rapport à une complémentation lorsqu'on souffre d'un cancer, parce que il y a vraiment des temporalités beaucoup plus précises et importantes que lorsqu'on prend une complémentation, je dirais tous les jours ou par cure. Donc voilà, donc il est bien clair que le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses, mais je dirais que ça marche très très bien en préventif. Donc voilà, mais quand on souffre vraiment, donc quand le cancer s'est installé, il faut travailler pour ces compléments alimentaires qui ont des propriétés anti-inflammatoires. On travaille main dans la main avec son oncologue. Alors, question plus sur le début, c'était ce que vous expliquez concernant le SPM est-il valable aussi pour le syndrome post-menstruel, et quelles sont les causes de ce syndrome post-menstruel? Alors, les causes sont beaucoup moins bien connues. Donc, apparemment, ça serait aussi un déséquilibre hormonal. Ça pourrait aussi être des états psycho-émotionnels comme le stress. Le stress, c'est lié au cortisol, et le cortisol, c'est lié à la progestérone. Donc, il y a une suite logique. Il y a aussi, donc, ce syndrome post-menstruel peut aussi être amplifié par le fait que lorsqu'on a eu nos règles, eh bien, on peut être carencé en fer, donc on peut être anémié, et donc ce manque de fer peut augmenter ce syndrome post-menstruel. Et évidemment, ça n'est pas vrai pour le syndrome prémenstruel. Donc, à nouveau, on peut jouer, bien sûr, avec le magnésium, la vitamine B6,
On peut aussi recommander de l'ashwagandha ou des oméga-3 pour lutter donc contre l'état inflammatoire. Ashwagandha pour diminuer la production de cortisol. Donc, mais c'est moins bien connu et moins bien décrit dans la littérature scientifique. Merci. Sur le brocoli dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il faut mieux le recommander en complémentation, donc sous forme d'extrait, ou bien via l'alimentation uniquement? Alors moi, je dirais qu'à titre préventif, donc si on n'a pas forcément un syndrome prémenstruel important, consommer du brocoli via l'alimentation, c'est vraiment une excellente idée. Maintenant, voilà, si on souffre du syndrome prémenstruel ou si on a une période périménopausale qui est vraiment pénible, là, il faudrait manger des quantités vraiment très importantes de brocoli pour avoir la dose active de sulforaphane. Donc là, je recommanderais plutôt d'aller vers une complémentation, donc lorsqu'on a un déséquilibre qui est avéré. Merci. Une nouvelle question sur le ménocomplexe, donc avec de l'iode. Recommandez-vous une prise de sang en amont de cette supplémentation avec contrôle thyroïdien? Est-ce que ça n'est pas recommandé en cas d'hyperthyroïdie ou d'hypotraité par L-thyroxine? Alors, on a quand même une dose d'iode qui n'était pas une dose de cheval, donc il y a 50% des apports recommandés seulement, donc pour éviter effectivement tout risque en cas de notamment de traitement à la L-thyroxine. Hyperthyroïdie, non, on ne prend pas d'iode, donc ça c'est pour n'importe quel produit qui contient d'iode. Si on est en hyperthyroïdie, on ne prend pas d'iode. Et je ne sais plus quelle était encore la question dans la question, je ne sais plus. Je pense que j'ai répondu aux deux. C'était hyperthyroïdie, oui c'est ça, mais vous avez répondu aux deux en même temps. Il y avait une question sur la puberté que je la retrouve. Comment soutenir les jeunes filles en puberté? Alors, si évidemment, je veux dire, si elles ont des règles douloureuses ou un syndrome, parce que évidemment, le syndrome prémenstruel, ça arrive à partir du moment où la puberté arrive, ou ça peut arriver à partir du moment où la puberté arrive. Donc, le phytocycle, et on travaille avec une médecin généraliste qui recommande régulièrement le phytocycle pour les jeunes filles qui ont effectivement des avant-règles ou règles douloureuses. Donc, je pense que le phytocycle peut tout à fait convenir. Magnésium, bien entendu. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Le magnésium peut diminuer déjà toute une partie de ces douleurs que l'on peut avoir au moment de la puberté. Très bien. Et alors, je pense peut-être une des dernières questions. Pour le SOPK, que recommandez-vous? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques n'est pas abordé ici, donc on n'a pas un produit qui est spécifique pour les ovaires polykystiques, mais c'est également lié à un déséquilibre hormonal. Et parce qu'en fait, ça arrive régulièrement, enfin, ce syndrome, ce sont en général des femmes qui ont un surpoids, donc on a un déséquilibre de nouveau œstrogène, progestérone. C'est un état, alors pas que ça, donc encore une fois, je suis pas spécialiste du syndrome des ovaires polykystiques, mais on est sur un phénomène inflammatoire. Donc ça veut dire qu'on peut effectivement, par exemple, aller vers des oméga-3 aussi. Et moi, je pense qu'il faut réellement revoir son alimentation dans ce cas-là. Il faut vraiment aller vers une alimentation de type méditerranéenne anti-inflammatoire, parce que à nouveau, si on ne travaille qu'avec des compléments alimentaires, eh bien à ce moment-là, enfin je dis voilà, on met une rustine, mais il faut travailler sur le fond. Et le fond, c'est comme je l'ai dit, donc un état inflammatoire qui est lié à un stress oxydant. Donc il faut travailler sur ce problème de fond. Merci beaucoup. On a une question sur l'endométriose. Que conseillez-vous pour l'endométriose? Alors, endométriose, même chose, c'est un état inflammatoire. Bon, alors là, c'est à nouveau très particulier. Donc, je pense, on peut essayer avec le phytocycle, mais je pense que dans ce cas-là, pour l'endométriose, il faudrait vraiment faire un produit spécifique. Donc, à nouveau, état inflammatoire. Donc, moi, je recommanderais oméga-3, curcuma, magnésium. En tout cas, de base, ça me semble tout à fait évident. Voilà.
et peut-être l'ashwagandha aussi, parce que l'ashwagandha, l'effet que l'ashwagandha a, donc ce n'est pas spécifique à l'endométriose, bien entendu, mais c'est spécifique à un état de stress. Or, on sait que voilà, la plupart du temps, quand notre corps ne va pas bien, on va être stressé, et donc ça permet vraiment de diminuer cette production de cortisol qui, à la longue, provoque aussi un état inflammatoire. Donc voilà, donc l'ashwagandha est une plante qui est vraiment réellement intéressante. Merci beaucoup Laurence, mais il me semble que si je me trompe pas, on est bien arrivé à la fin des questions. En tout cas, on a fait un bon tour de ce qui avait été posé. Merci encore pour cette belle intervention. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot de la fin. Non, pas du tout. Voilà, tester nos produits et voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce beau webinar. Et puis, à très bientôt Merci beaucoup. pour de nouvelles occasions. Merci. Merci.